Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International. Notre invité aujourd'hui, Ségolène Royal. Merci madame d'être avec nous, une actualité très chargée. Vous rentrez de l'ONU, vous rentrez de New York et la semaine qui arrive sera également particulièrement chargée. Nous avons parlé environnement, nous avons parlé politique à une année tout juste de l'élection présidentielle française. Tout d'abord, le terme qui a été utilisé pour ce qui s'est passé à New York, c'est le terme historique. Vous le validez ? 175 pays ? Oui, bien sûr, c'est historique, parce qu'au mois de janvier, nous pensions en avoir une cinquantaine. Et je m'étais dit, j'avais d'ailleurs dit publiquement que si on atteignait 80, 100 pays, ça serait déjà extraordinaire. Donc là, nous avons franchi la barre des 170 pays. Et donc c'est en effet inespéré et c'est surtout le signe que l'enthousiasme, ce qu'on a pu appeler l'esprit de Paris est toujours là. Et je pense que c'est la pression de l'urgence, les souffrances que font vivre le dérèglement climatique, que fait vivre le dérèglement climatique à l'échelle planétaire, qui a fait prendre conscience des enjeux. Bon, c'est vrai que ça a demandé aussi beaucoup de travail, hein. Il a fallu relancer par l'intermédiaire des ambassades ou en direct l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement qui n'avaient pas répondu. Et encore la veille, ou l'avant-veille même, j'avais la liste des pays qui n'avaient pas répondu. Donc c'est au téléphone que j'essayais de motiver pour que les réponses arrivent. Et au mois de janvier, donc, nous avions envoyé cette lettre commune avec Ban Ki-moon, le président de la République et la présidente de la COP, à l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Et je pense que cette pression-là a fini par payer. Alors, beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et avec Simon Roget du Monde, qui était d'ailleurs sur place à New York, qui vient de passer la nuit dans l'avion. Merci d'être avec nous. Retour sur ce moment important, historique, vu par nos confrères de la télévision suisse. Moment historique hier, au siège des Nations Unies à New York. 175 pays ont signé l'accord de Paris sur le climat. Un record pour un accord qui engage à limiter la hausse des températures bien en deçà de 2 degrés. Et pour y arriver, le président français prône le courage et la responsabilité. Nous devons aller plus loin même que les promesses qui ont été faites, que les engagements qui ont été pris. Et faire que nos déclarations deviennent des actes. Et pour cela, une signature ne suffit pas. Les pays doivent maintenant intégrer les principes de l'accord dans leur législation nationale. C'est la prochaine étape pour que le texte entre en vigueur. Signal positif, l'un des gros pollueurs, la Chine, s'y engage avant l'automne. La Chine est un grand pays en développement, responsable. Le peuple chinois respecte ses engagements. La Chine parachèvera toutes les procédures internes pour y accéder avant le sommet du G20 en septembre à Hangzhou. Les États-Unis ont également évoqué une adoption officielle de la Convention cette année encore. 2 pays qui totalisent à eux seuls 38% des émissions de gaz à effet de serre. D'ici là, sécheresse, inondations, dérèglements en tout genre vont continuer à se succéder. Le changement climatique est devenu une réalité. Le freiner et s'adapter sont une nécessité. Pour la France et l'Europe, quel est le calendrier de ratification ? Alors le calendrier pour la France, qui a toujours voulu être exemplaire, puisque nous avons la responsabilité d'accueillir la conférence de Paris, donc on a été exemplaire déjà sur nos engagements nationaux, puisque nous sommes le seul pays à avoir voté dans la loi de transition énergétique la concrétisation de ces engagements nationaux, le prix du carbone et le reporting vert. Et donc au Conseil des ministres du 4 mai passera le projet de loi de ratification. Il sera sur le bureau de l'Assemblée nationale le 18 mai. La France a partie liée avec l'Union européenne. Et comme vous le savez, l'Union européenne est dans un chemin qui s'annonce plus compliqué pour celui de la ratification. Donc la France est finalement un peu bloquée, paralysée par les désaccords qui peuvent poindre au sein de l'Union européenne. Comment la France peut essayer de mobiliser aussi ses partenaires, les 27 autres membres de l'UE ? C'est une très bonne question, en effet. Je vais m'y atteler. Parce que je n'accepte pas ce qu'a déclaré le commissaire européen à l'environnement et au climat, qui a dit qu'il fallait attendre 2018. J'étais très choquée par cette déclaration. Beaucoup de pays, notamment parmi les plus vulnérables, ont été scandalisés par cette déclaration. Et c'est la raison pour laquelle nous allons demander à la Commission européenne d'accélérer ses travaux. Je vais prochainement me rendre à Bruxelles pour rencontrer le président de la Commission européenne, M. Juncker, le président du Conseil européen, en tant que
présidente de la COP, et je vais leur demander qu'ils demandent à la Commission européenne, aux commissaires européens concernés, d'accélérer leurs travaux. Et je vais regarder personnellement où en sont ces travaux de répartition des efforts. Il est hors de question de laisser ce sujet-là à l'échelon des administrations européennes. Ces sujets doivent remonter à l'échelon politique des ministres de l'Environnement et du Climat. Et les ministres européens qui étaient présents à New York m'ont dit la même chose. Je suis allée les voir un par un, tous ceux qui étaient là. Ils partagent en effet cette volonté de traiter ces questions-là au niveau européen. J'ajoute que Angela Merkel a signé la déclaration des chefs d'État et de gouvernement sur le prix du carbone. Or, il y avait une divergence, puisque au niveau du Conseil des ministres de l'Environnement européen, il n'y a pas eu du tout cette position. Donc, je prends cela comme un signe très positif, puisque le jour de la veille de la signature, donc le 21 avril, il y a une déclaration des chefs d'État et de gouvernement que j'avais préparée en allant à la Banque mondiale à Washington la semaine précédente. Et dans ces signatures, il y a la chancelière allemande. Donc, c'est un signal, puisque l'Allemagne freinait aussi la ratification parce qu'elle voulait d'abord savoir quelle était la répartition des échanges. Nous avons aussi le problème de la Pologne, qui est un pays producteur de charbon. Je vais me rendre en Pologne pour négocier avec la Pologne et pour que cette répartition des efforts entre les pays européens puisse se faire le plus rapidement possible et ne puisse plus servir de prétexte à aucun pays européen de refuser les ratifications nationales sous prétexte que les choses ne sont pas claires au niveau de la répartition des efforts entre les 28. Oui, parce que techniquement, le Parlement français ne peut pas se prononcer. Donc, si le Parlement n'est pas informé de ce qui revient, de la part qui revient à la France. Si, le Parlement français peut se... Certains pays refusent de se prononcer ce n'est pas la position de la France. La France va ratifier, puisque la France s'est imposée à elle-même des contraintes fortes en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, et a même annoncé qu'on allait renforcer nos obligations. Donc, la France va ratifier. Et ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des pays européens, les 28, puissent ratifier, mais qu'en même temps, vous avez raison, qu'on mette très rapidement sur la table. Il n'y a plus de raison d'attendre des mois. Ça fait plus d'1 an maintenant que nous avons fait nos contributions nationales. Ce travail aurait dû être fait. Il aurait même pu être finalisé. Et donc maintenant, il faut qu'il soit finalisé et qu'il le soit avant le mois de juillet. Parce que maintenant, on entend que c'est le mois de juillet. Il faut faire le plus rapidement possible pour que nous puissions avoir les ratifications avant. Et donc, je vais y consacrer énormément de temps, d'énergie, regarder personnellement le contenu de ces négociations et le contenu de ces discussions. Et en tant que président de la COP, je vais peser de tout mon poids pour essayer de convaincre l'ensemble des pays européens et en premier lieu la Commission européenne maintenant de mettre sur la table le résultat de ces réflexions. Vous étiez surprise de cette position européenne? Vous ne l'aviez pas anticipée? Comment ça se fait? J'étais très surprise d'entendre le commissaire européen annoncer qu'on attendrait 2018 pour ratifier. C'est juste insupportable, c'est pas acceptable. Mais ce n'est pas acceptable, c'est insupportable pour les pays qui subissent le plus lourdement le dérèglement climatique. Et c'est d'autant plus regrettable, mais ça va changer, l'Europe va reprendre son leadership, croyez-moi, c'est que l'Europe a assumé le leadership. C'est l'Europe qui a été la première à mettre sur la table ce qu'on appelait les INDC, c'est-à-dire la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Nous l'avons fait au cours d'un Conseil des ministres de l'Environnement, au cours duquel j'ai dit « je ne sortirai pas de cette salle tant que la prise de position européenne ne sera pas ambitieuse et unanime. » Il a fallu attendre, il y a eu des discussions et nous avons réussi à surmonter nos divergences et nos modèles énergétiques différents pour adopter une initiative très offensive. Et suite à cette initiative très offensive de l'Europe, les États-Unis d'Amérique ont pris une position offensive, la Chine a pris une position. Nous avons été le déclencheur de l'ambition des contributions nationales. Donc il faut absolument rester à l'initiative. C'est d'autant plus important que la COP21 s'est déroulée certes à Paris, mais Paris, c'est l'Europe. Donc ça serait quand même extravagant qu'à l'issue et au moment où l'on passe le flambeau au Maroc, que l'Europe n'ait pas ratifié ce qui s'est conclu sur le territoire européen. Madame la ministre, vous avez parlé de leadership. Je pense qu'effectivement, la question du leadership se pose en effet. Mais est-ce que le leadership actuellement sur les questions climat, celle qu'on a retrouvée d'ailleurs à l'ONU, n'est pas plutôt du côté de la Chine et des États-Unis qui, eux, s'engagent
très vite et très clairement et qui ne sont pas pris dans des contradictions compliquées comme celle de l'Union européenne. Est-ce que le leadership européen, il n'est pas justement de l'ordre du passé? Enfin bon, il n'est pas à l'ordre du jour actuellement. C'est une bonne question. Il faut démontrer maintenant le contraire. C'est-à-dire, cela dit, quand je dis leadership, ce n'est pas un leadership de compétition. Le problème, ce n'est pas de savoir... Non, mais il y a aussi une urgence climatique, vous le savez. Voilà. Donc, c'est le leadership par rapport au volontarisme de l'urgence climatique. C'est pas un leadership par rapport à la compétition aux États-Unis ou à la Chine. Mais j'allais dire, c'est plus facile aux États-Unis de prendre la décision, puisqu'il n'y a pas de passage devant le Congrès, et c'est une décision unanime, d'une part, mais c'était pas évident non plus, puisque c'est un des pays les plus pollueurs, et on a certains États américains qui encore aujourd'hui contestent le dérèglement climatique, ce qui n'est plus le cas en Europe. Deuxièmement, si l'Europe c'est plus complexe, c'est parce que nous sommes 28, donc c'est aussi une force. Il faut transformer cette complexité en force nouvelle. C'est-à-dire que si l'Europe, en effet, arrive non seulement à faire les ratifications nationales, mais en plus à faire émerger un modèle européen, mais c'est une force extraordinaire pour l'Europe. Ça veut dire qu'on peut bâtir l'Europe de l'énergie, c'est-à-dire l'Europe qui peut permettre à nos pays de sortir des problèmes économiques et de relancer une croissance verte avec des créations d'activités et d'emplois, avec des filières d'entreprises du futur. Et donc, ces convergences industrielles autour de la croissance verte, c'est une formidable chance à saisir. Et c'est cela que je compte dire à nos partenaires européens pour qu'ils prennent à bras-le-corps la question de la transition énergétique, parce que c'est une chance industrielle. Est-ce qu'il n'est pas également urgent, Ségolène Royal, de travailler sur la fixation des prix du carbone, puisque ça n'est pas dans l'accord, mais le président Hollande l'a mentionné au moment de la cérémonie de signature. Il n'y a pas les prix du carbone en Europe ont chuté, il n'y a pas de prix du carbone à l'échelle mondiale. Or, c'est un outil extrêmement important pour sanctionner les pollueurs. Oui, c'est un outil clé, c'est un outil majeur. Qui est nouveau d'ailleurs, puisque l'année dernière, on a vu certaines entreprises demander un prix du carbone, ce qui était très surprenant, y compris un certain nombre d'entreprises qui sont sur les secteurs des énergies fossiles. Et donc, il y a un basculement positif du monde des affaires et du monde industriel vers la demande d'un prix du carbone pour rentabiliser mieux les investissements dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans cette coalition, il y a une 60aine de pays intéressés par le prix du carbone. Il y a 400 entreprises à l'échelle mondiale. La France, je le répète, est le seul pays à avoir voté dans sa législation nationale un prix du carbone à 22 € aujourd'hui, à 36 € la tonne en 2020 et à 100 € en 2030. Aujourd'hui, le prix du marché du carbone est beaucoup trop faible. Il est à 5 € en Europe. Et donc, c'est très mauvais pour les entreprises. Elles ont donc à nouveau... Ça a un sens que la France ait fixé un prix du carbone elle-même et sans que les autres ne soient dans la même démarche? Oui, c'est du courage, c'est une prise de décision, c'est une volonté de leadership. Et aujourd'hui, tout mon travail consiste à convaincre les autres pays européens à faire de même. Je l'ai dit, lors de la réunion des ministres de l'Environnement et du Climat, nous avons proposé un corridor du prix du carbone, qui était le produit d'ailleurs d'un rapport Canfin Grandjean qui avait été remis avant la COP21, qui est une très bonne solution, avec un prix plancher du carbone. Et les pays européens sont en train de réfléchir à cette solution-là. Et l'idée, c'est qu'à la prochaine réunion du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement, la France puisse faire converger les autres pays vers ce que nous avons déjà fait, c'est-à-dire la contribution énergie-climat, qui est la traduction du prix du carbone. Il y a un certain nombre d'outils au niveau européen qu'il faut refonder par rapport à cet objectif. Mais moi, je suis optimiste, j'ai bon espoir, parce que c'est un ressort économique et ce sont aujourd'hui les entreprises qui le demandent pour investir dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est très moderne et c'est à la fois le symbole de la réconciliation entre le développement économique et la protection de l'environnement. Si on retourne pour une image à New York, à cette conférence de l'ONU, lorsque Leonardo DiCaprio demande à terme l'arrêt de toute énergie fossile, c'est un objectif qui peut se fixer, qui peut se comprendre? Mais c'est l'objectif même de l'ambition que l'on doit avoir pour lutter contre le dérèglement climatique. Puisque chaque fois qu'il y a une utilisation d'une énergie fossile, on aggrave le réchauffement climatique et donc on provoque le dérèglement climatique. Donc il est évident qu'à terme, une planète protégée, c'est une planète... ce sont justement les stratégies de l'accord de Paris sur le climat, et c'est le plus rapidement possible. Et c'est le plus rapidement possible. Alors pour certains pays, c'est plus difficile.
Les pays ne vont pas arrêter leur croissance, leur développement économique. Donc il faut que les énergies renouvelables, je pense en particulier au continent africain, que les énergies renouvelables y soient moins chères que le recours au charbon et au pétrole. Et c'est ce qui commence à se faire. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque voit son prix considérablement baisser. Et aujourd'hui, c'est moins cher d'équiper un pays en photovoltaïque, en utilisant l'énergie solaire, qu'en important du charbon ou du pétrole. Et donc, on est en train d'assister là à un basculement des choses qu'il faut absolument accélérer. Et c'est le sens du rapport que je déposerai en tant que présidente de la COP sur la coalition des énergies renouvelables en Afrique. Je suis allée voir dans les pays africains l'ensemble des projets. Il y a 10 milliards d'euros qui sont mis sur la table pour financer un certain nombre d'infrastructures. Il faut à la fois simplifier les procédures, contrôler où va l'argent, faire émerger les projets existants, que ce soit dans le solaire, dans l'hydroélectricité aussi, parce qu'il y a un potentiel considérable en Afrique. Et l'on voit des pays privés d'électricité alors qu'ils ont un potentiel par le soleil au-dessus de leur tête et sous leurs pieds par la géothermie ou par l'hydroélectricité et les rivières. Et donc, c'est ça qui est très choquant, qui est même révoltant, c'est qu'on voit un continent s'enfoncer dans la crise, faire face à un développement démographique important, à des déstabilisations fortes, des problèmes de sécurité, de migration, de pauvreté, alors même qu'il y a du potentiel énergétique qui n'est pas déployé, qui n'est pas utilisé. C'est ça aussi la révolution énergétique. C'est donner le moyen au continent africain d'accéder au développement, et c'est l'intérêt de l'Europe. Ce sont nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée, donc nous avons l'ardente obligation de faire des transferts de technologies pour permettre à l'Afrique d'accéder à l'électricité et donc à la valorisation de ses ressources. Ségolène Royal, vous parlez du continent africain, effectivement c'est un enjeu très important, mais on parle en même temps de révolution énergétique qui est mondiale. Comment faire en sorte qu'une autre région du monde, notamment la région du Golfe arabo-persique, qui est une région qui vit pour et par le pétrole, peut aussi amorcer cette transition qui est nécessaire, et c'est donc qui consisterait à terme donc à arrêter effectivement, comme le dit Leonardo DiCaprio, de renoncer à ces fameuses énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. Oui, c'est une question complexe. Parce que comment demander aux pays de renoncer à leurs revenus, à leurs ressources, alors même que nous-mêmes, les pays industrialisés, nous avons assuré notre développement industriel à partir des énergies fossiles. Et pourtant, ce que j'observe de la part de ces pays, c'est qu'ils réfléchissent au futur. D'abord, ils sont partie prenante, ils sont signataires de l'accord de Paris. On aurait très bien pu imaginer que les pays producteurs de pétrole ne viennent pas autour de la table. Vous avez des États américains qui sont producteurs de pétrole et qui contestent le réchauffement climatique. Or, les pays producteurs de pétrole que vous évoquez, je n'en ai entendu aucun contester le réchauffement climatique. Et moi, je voudrais saluer ces pays producteurs de pétrole qui, alors même que c'est le ressort même de leur développement, admettent le réchauffement climatique et pensent au futur et investissent dans les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, c'est dans cette partie du monde que l'on voit émerger aussi des villes intelligentes à partir des énergies renouvelables. Ils investissent dans le solaire parce qu'ils bénéficient aussi d'un fort ensoleillement, c'est leur chance, d'une certaine façon. Et avec la baisse du prix du pétrole, il y a là une redéfinition des enjeux du développement économique. À la fois, cette baisse du prix du pétrole incite à investir dans le renouvelable et inversement, il incite aussi d'autres pays à importer du pétrole bon marché. Donc, vous voyez qu'il faut repenser collectivement cette problématique pour que la transition, qui est plus difficile pour les pays producteurs d'énergie fossile, puisse quand même s'engager. Ségolène Royal, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, il ne faut plus délivrer d'autorisation de recherche? Il y a des demandes encore qui arrivent à votre ministère pour la prospection du pétrole, du gaz. Est-ce que vous cessez de délivrer des autorisations? Alors pour le pétrole, ne mélangeons pas les deux. Pour le pétrole, je pense en effet qu'il est La France, d'abord, a arrêté les subventions au charbon. Bon, on avait dit que c'était impossible, ça a traîné pendant des mois, et finalement, ça a été imposé. C'est une décision politique qui est en cohérence avec ce qui a été décidé lors de l'accord de Paris. La même question se pose sur les autorisations de prospection pétrolière. J'ai arrêté les prospections pétrolières en Méditerranée, comme vous le savez. J'ai annoncé un plan de développement de lutte contre la pollution. On assiste d'ailleurs ce matin à une pollution à partir du port de Gênes parce qu'il y a une rupture de canalisation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un contrôle extrêmement rigoureux de l'ensemble des infrastructures sur les villes du pourtour méditerranéen. Et sur les autres demandes de permis de recherche pétrolière, ma position, c'est que ces autorisations ne doivent pas être données.
Ségolène Royal, merci pour cette première partie de l'accord de Paris signé à l'ONU. Nous allons parler de la loi de transition, la semaine qui vous attend. Mais avant cela, sur les antennes de RFI et de TV5 Monde, le point de l'actualité. International TV5 Monde, RFI, le quotidien Le Monde, avec aujourd'hui un regard très important, très intense sur l'environnement. Ségolène Royal, on a parlé de la semaine écoulée, celle qui vient va être également très chargée, conférence environnementale. Qu'est-ce que vous en attendez et est-ce que nous, on doit attendre des annonces ? Alors, qu'est-ce que j'en attends ? J'en attends une mobilisation de toute la société, puisque dans cette conférence environnementale, il y a d'abord les ONG. Donc, c'est vraiment la diversité du Conseil national de la transition écologique qui est présent, c'est-à-dire que c'est toute la société, toutes les forces vives d'une société qui doivent se saisir des sujets environnementaux. Et c'est volontairement que j'ai fixé cette conférence environnementale, justement, après la réunion de New York, pour qu'il y ait une continuité entre les engagements internationaux qui sont pris et les engagements nationaux. Et comme dans toutes les conférences environnementales, il y a deux parties. Une première sur le bilan, parce que c'est rendre des comptes aussi la politique. À un moment, est-ce que ce qui a été dit a été fait ? Et je crois que là, que depuis les 4 ans, et plus particulièrement, donc moi j'aurai à rendre des comptes aussi sur ce que j'ai fait depuis 2 ans, et en particulier l'application de la loi de transition énergétique, le vote en première lecture de la loi biodiversité, mais surtout toutes les actions opérationnelles qui les accompagnent. Donc ça sera l'occasion de rendre des comptes devant la société civile de ce qui a été fait, où en sont les décrets d'application, où est-ce qu'il y a des difficultés, où est-ce qu'il y a au contraire beaucoup d'avancées. Et mon souhait, c'est de montrer comment se traduisent ces choix environnementaux, à la fois dans les 3 thématiques qui sont retenues pour la conférence environnementale. D'abord, comment est-ce qu'on applique un accord international, d'ailleurs qui a été anticipé en France, et quelle continuité on lui donne en politique nationale. Donc ça, c'est la discussion aussi des forces vives qui seront là. Deuxièmement, comment est-ce qu'on mobilise la société civile. Donc je vais rendre compte des filières industrielles, des start-up, de ce que j'ai appelé et créé la green tech, etc. et des territoires, avec les territoires à énergie positive, puisqu'aujourd'hui, j'ai labellisé 400 territoires à travers le pays, avec l'imagination, la créativité des élus locaux, des entreprises locales, des associations locales. Ça, c'est formidable parce que c'est... Écoutez, Annonce, alors. Et troisièmement, la santé et le cadre de vie. Alors, côté annonce, je ne peux pas anticiper parce que c'est des choses aussi qui vont sortir de ces 2 jours de travail. Ségolène Royal, je n'ai pas anticipé des annonces. J'attends de voir aussi quelles sont les propositions, les initiatives qui sont prises. Parce que est-ce qu'il pourrait y avoir des annonces du côté de la réduction du nucléaire ? Parce que dans la loi de transition énergétique, il est prévu une réduction, on passerait de 75% à 50% d'ici 2025 de recours au nucléaire. Est-ce qu'il est possible qu'on ait, par exemple, des annonces sur la fermeture de certains réacteurs ? Pas pendant la conférence environnementale, c'est pas le sujet, puisque le sujet, ce sont les 3 thématiques que je viens d'évoquer. Donc la mise en place du mix énergétique, bien sûr, si j'ai des questions sur comment on y travaille actuellement, j'y répondrai. Et donc je réponds à votre question, justement. J'ai choisi de faire en 2 temps, c'est-à-dire la montée en puissance des énergies renouvelables. Donc je vais expliquer ce qu'il y a dans l'arrêté qui sera publié, que je donnerai lundi à la conférence environnementale, donc il pourra le publier mardi ou mercredi matin au journal officiel, c'est-à-dire les grandes perspectives à l'horizon 2025 de la montée en puissance, c'est-à-dire comment je vais, à partir des appels d'offres, permettre aux entreprises de rentabiliser leurs investissements dans l'ensemble des filières des énergies renouvelables. Perspectives en matière de solaire, d'éolien, de méthaniseurs, de géothermie, d'hydroélectricité, de petite hydroélectricité aussi, ça c'est très nouveau. Madame la ministre, sur la question précisément des renouvelables, la France est actuellement au 16e rang européen en termes justement de part des renouvelables dans son mix énergétique. Pour un pays qui affiche de fortes ambitions et qui souhaite être exemplaire en la matière, on est quand même loin du compte. Oui, mais moi je conteste cette classification. Je ne sais même pas par qui elle a été faite. Je conteste cette classification artificielle. 16e, qu'est-ce que ça veut dire, 16e en termes de potentiel ? Oui, mais nous avons une énergie... comme l'Allemagne ou d'autres pays qui sont très très avancés. L'Allemagne a rouvert les mines de charbon. Donc, mais qui, par ailleurs... Oui, mais attendez, et même de lignite. Donc, je ne pense pas que... Et la France, elle, a supprimé... Non, mais là, on parle des renouvelables. Oui, mais
ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble du modèle énergétique. Quel est le modèle énergétique aujourd'hui le moins producteur de gaz à effet de serre? C'est le modèle français. Bien sûr, parce qu'il y a le nucléaire. Le nucléaire n'est pas une énergie productrice de gaz à effet de serre. Donc, mais en même temps, il y a d'autres inconvénients. Il y a les déchets nucléaires, etc. Et on a décidé de baisser la part du nucléaire pour faire monter les énergies renouvelables. Mais c'est beaucoup plus difficile pour la France, puisqu'on a déjà une énergie très décarbonée avec le nucléaire. Et pourtant, la feuille de route on a fait cette loi de transition énergétique qui est la plus ambitieuse d'Europe, puisque malgré un modèle énergétique déjà décarboné, on a choisi de remplacer une partie de l'énergie décarbonée, le nucléaire, par une autre énergie décarbonée, le renouvelable. Donc c'est un choix aussi qui n'était absolument pas évident, qui a été d'ailleurs très difficile. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire voter cette loi. Et si j'ai réussi à la faire voter, c'est parce que j'ai dit aux parlementaires, je ne veux pas opposer les énergies les unes aux autres. Je ne fais pas une loi idéologique. Les antinucléaires, les pro-nucléaires. On essaye de prendre des décisions justes par rapport à notre capacité industrielle de monter en puissance sur le nucléaire et par rapport au socle de monter sur le renouvelable et par rapport au socle d'énergie nucléaire qu'on ne peut pas remettre en cause du jour au lendemain, qui est aussi un avantage par rapport à la question du carbone. La feuille de route sur la diminution du recours à l'énergie nucléaire dans le mix énergétique français, elle est attendue pour quand? Elle sera publiée au 1er juillet. Et donc soumis à consultation avant, puisqu'il faut que je réunisse le comité spécial sur ce sujet-là, qui a déjà débattu d'ailleurs de la question, et au plus tard, au 1er juillet, nous aurons les perspectives. Est-ce qu'il y a le réacteur nucléaire de Fessenheim qui inquiète notamment nos voisins, mais pas seulement Fessenheim? Est-ce que la fermeture de Fessenheim est prévue dans les mois qui viennent? Alors, il y a deux choses dans la fermeture. Il y a l'arrêt, c'est-à-dire le texte réglementaire qui va retirer à Fessenheim l'autorisation de fonctionner. Ça, c'est en bonne voie, puisque c'est EDF qui a elle-même proposé la fermeture de Fessenheim. Donc, c'est important que l'entreprise prenne ses responsabilités. Donc là, j'ai eu la lettre qui, en effet, cautionne la fermeture de Fessenheim. Là, nous sommes en train de discuter du montant de l'indemnisation de la fermeture, puisqu'il y a aussi parmi les actionnaires d'EDF des actionnaires privés, même si l'État est massivement majoritaire, comme vous le savez, mais il faut respecter les règles économiques. Et dès que j'aurai ce chiffre, je prendrai... il y aura une délibération, bien sûr, au Conseil d'administration, une consultation, bien évidemment, des organisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise. Bref, toutes les procédures respectueuses du droit de l'entreprise. Et ensuite, je prendrai le texte réglementaire de retrait de l'autorisation. Dans le courant de l'année, ce sera fait avant la fin de l'année 2016, pour que ça devienne irréversible et que les engagements soient tenus. Donc quand j'entends dire ici ou là que la France aurait renoncé à diminuer la part du nucléaire, ce n'est pas exact. En revanche, ce qui est exact, c'est que je maîtrise la façon de le faire, les procédures, je respecte un certain nombre de procédures. Je fais attention aussi à la situation de l'emploi, puisque derrière les réacteurs nucléaires, ce sont aussi des salariés. Et donc, je regarde aussi attentivement les choses pour qu'elles ne soient pas théoriques, mais qu'elles puissent être dites. Et par exemple, je rappelle que c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui va définir quels sont les réacteurs qui peuvent être prolongés, parce qu'il faudra prolonger des réacteurs, il faudra en arrêter d'autres, puisque 19 réacteurs arrivent à l'échéance de leur durée de vie à partir de 2019, c'est-à-dire à 40 ans. Donc certains vont être prolongés, d'autres, parce qu'on ne peut pas fermer, bien évidemment, sinon il y aurait des coupures d'électricité. Les Français, quand même, trouveraient assez bizarre d'avoir des coupures d'électricité parce qu'on aurait idéologiquement choisi tout d'un coup de réduire le nucléaire. Ça ne tient pas. Donc il faut que je tienne compte à la fois de la sécurité d'approvisionnement, que je tienne compte de la montée en puissance du renouvelable. Et plus on est ambitieux sur le renouvelable, ce que je suis, plus on pourra aller vite sur la baisse de la part du nucléaire. Si on ne monte pas sur le renouvelable, on ne pourra pas fermer de réacteurs nucléaires. Je ne vais pas couper l'approvisionnement électrique de la France pour des raisons idéologiques. Donc, je pousse en avant le renouvelable et ceux qui me disent que je ne vais pas assez vite devraient au contraire se réjouir du fait que cette première partie de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur le renouvelable soit très ambitieuse, parce qu'au contraire, je me bats pour monter en puissance sur le renouvelable pour pouvoir justement baisser la part du nucléaire de 75 à 50% de la production d'électricité, le renouvelable devant monter à 40%. Je le répète, nous sommes le seul pays au monde à faire cet effort. Le seul. Nous pourrions parfaitement dire, nous n'avons, ce que la France disait d'ailleurs avant,
depuis que je suis arrivée avec la loi de transition énergétique, j'ai dit il faut arrêter de dire que parce qu'on fait du nucléaire, donc de l'énergie décarbonée, circuler, il n'y a rien à voir. J'ai dit non, il faut un système, et le Parlement et le gouvernement dit non, il faut un système beaucoup plus équilibré entre le nucléaire et le renouvelable, mais pas pour des raisons de réchauffement climatique, pour des raisons de diversification du modèle énergétique et pour que nos entreprises se positionnent, y compris les entreprises à tradition nucléaire comme EDF, et je les pousse en avant puisque je vois bien en présidant la COP que le marché mondial, c'est un marché de renouvelables. Et si la France s'enferme dans le tout nucléaire, elle va perdre des opportunités considérables sur les investissements dans l'énergie renouvelable. Et je veux qu'EDF, notamment EDF Énergie Renouvelable, qui aujourd'hui gagne de l'argent grâce à l'investissement sur le renouvelable, fasse beaucoup plus dans ce domaine parce que ce sont les marchés du futur. Autre illustration de cette mise en cohérence entre les engagements et les actes, je reviens sur un sujet qui était sans doute, et même certainement à l'ordre du jour à l'ONU, oui, à New York, qui était celui des financements des politiques oui, climat. Et François Hollande, à New York, d'ailleurs, a rappelé que la France s'engageait à rehausser ses financements en faveur du climat. Les derniers chiffres, qui sont les chiffres 2015 de l'Agence française de développement, qui est le principal canal de financement des politiques climatiques, indiquent que sur les 2,6 milliards de financement climat, à peu près 133 millions, c'est-à-dire 4% seulement, se font sous forme de dons. Et vous savez très bien que les dons sont la seule forme pour beaucoup de pays vulnérables, beaucoup de pays africains que vous connaissez bien, pour justement bénéficier de ces financements. Comment peut-on faire pour que cette part de 4% augmente, sachant que des pays voisins, par exemple l'Allemagne, finance très majoritairement ces politiques par des dons de l'ordre de 2 milliards, et nous on est à 133 millions seulement pour 2015. Donc il y a un gap énorme. Oui, cela dit, on a annoncé une contribution, les 10 milliards d'euros qui vont à l'Afrique. La France en met 2 milliards d'euros. Sous forme de dons Sous forme de dons. Sous forme de dons. Le président de la République, d'ailleurs, l'a annoncé également. Mais ce qu'il faut, c'est mixer les financements. Et puis surtout, il faut contrôler où vont les financements. Et contrôler aussi les projets qui vont être financés. Et c'est le travail que je suis en train de faire. C'est-à-dire regarder quels sont les projets qui vont être utiles, qui vont permettre aux pays africains de se développer rapidement, parce que c'est aussi notre intérêt. Et notamment, ce sont les entreprises, beaucoup d'entreprises françaises qui peuvent se positionner sur ces marchés. Mon souhait, c'est qu'il y ait des coopérations multilatérales. La Chine est très présente en Afrique. Nous devons nous associer avec des investisseurs chinois. L'Allemagne est très présente en Afrique. Nous devons nous associer avec l'Allemagne dans l'intérêt bien compris. Il ne s'agit pas de faire des compétitions entre nous pour que, au fond, il y ait une compétition sur le continent africain. Il s'agit de respecter le continent africain. C'est à eux de choisir leurs projets et à nous de les aider par de l'ingénierie, du transfert de technologie, parce que si le continent africain se développe, c'est aussi de la croissance pour l'Europe. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que certains Français peuvent nous entendre en disant bah oui, mais écoutez, avec la crise économique, on va encore faire des dons et on ne sait pas où va l'argent. Non, au contraire, c'est de l'argent qui est non seulement très bien placé, mais qui en plus va sortir l'Afrique de la pauvreté et de l'instabilité, et en même temps va permettre aussi à l'Europe de trouver de la croissance. Donc on est dans des dispositifs gagnant-gagnant, à condition, et c'est ce que je suis en train de regarder, de faire en sorte que les financements soient simples, soient directs, soient rapides, soient contrôlés, et qu'il y ait vraiment un retour sur investissement, et que les entreprises ne profitent pas de ce marché africain pour s'enrichir aux dépens de l'Afrique. Et donc cette vigilance-là, elle doit être très attentive, et en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, pour qu'on ait une ingénierie financière bien transparente. Ségolène Royal, on est à 1 an tout juste de la présidentielle française. Demain, un certain nombre de personnalités, une vingtaine de ministres et de secrétaires d'État vont se réunir. On dit que c'est un peu le lancement de la campagne pour François Hollande. Vous voyez une popularité qui est toujours en berne. Rien n'est joué ? Vous savez, je ne dis pas ça pour éviter vos questions, hein, mais je me suis fixé une règle en tant que présidente de la COP, de ne pas interférer sur les échéances électorales. Femme politique, vous avez été candidate. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai des responsabilités nouvelles, des responsabilités mondiales qui Vous n'êtes pas désintéressée de cette échéance. Eh bien, écoutez, je mets la totalité de mon temps sur ces échéances.
Donc là, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme on l'a vu, il faut que je fasse la tournée des pays européens, quelle que soit la sensibilité politique des différents dirigeants. Je ne pourrais pas à la fois faire de la politique partisane dans mon pays et en même temps aller chercher les ratifications, les accords, les engagements pour faire en sorte qu'au niveau mondial, les choses se passent comme elles doivent se passer, c'est-à-dire accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Position, madame ? Jusqu'au passage de flambeau à la fin de l'année au Maroc. C'est-à-dire au lieu de la prochaine conférence. Nous avons bien noté que vous n'avez pas parlé de cette échéance, mais peut-être pouvez-vous commenter une déclaration de l'un de vos collègues, le ministre de l'économie, qui dit « La gauche aujourd'hui ne me satisfait pas ». Est-ce que vous pourriez, si je lis la phrase « Moi je ne mens pas aux gens, je dis ce que je pense, je le dis depuis le début, je suis de gauche, c'est mon histoire, mais la gauche ne me satisfait pas ». Vous pourriez signer une telle déclaration, vous aussi ? Je ne sais pas, mais je pense que la politique ne se résume pas à des phrases sorties de leur contexte. Donc je ne veux pas que la seule chose que l'on retienne de notre passionnante émission soit le commentaire que je fais sur ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Donc je m'abstiendrai de tout commentaire. Comment vous ressentez le climat actuel en France avec ces manifestants, Place de la République, ce mouvement qu'on appelle Nuit debout ? Comment est-ce que vous ressentez ce climat de contestation très fort ? Vous savez, quand on revient de la scène internationale, quand on revient en France, d'abord on se dit que la France est un pays qui a une chance extraordinaire par rapport à l'état et la situation au niveau de développement, à la peur, au désastre que l'on voit dans d'autres pays du globe, et pourtant se battent avec un courage extraordinaire. Quand on voit que les pays qui sont menacés dans leur survie même, pour lesquels la question du réchauffement climatique, c'est une question de vie ou de mort, les petits États insulaires, parce que vous savez que le niveau de la mer va en fait monter beaucoup plus vite que prévu, parce que les experts n'avaient pas prévu la fonte des glaces en Arctique et en Antarctique. Et donc, ces pays qui, malgré tout, viennent à New York en ayant ratifié l'accord climat. Mais c'est extraordinaire que les pays africains soient là alors qu'ils subissent de plein fouet la question du réchauffement. Et on revient en France... Vous minimisez l'angoisse liée, par exemple, à la montée du chômage ? Non, je minimise absolument pas l'angoisse, mais je dis qu'on a tout ce qu'il faut pour rebondir, tout ce qu'il faut pour se développer, qu'on a une chance extraordinaire, qu'on a un potentiel considérable. Et bien, justement, dans la croissance verte, on en a. Justement, dans l'investissement, dans l'intelligence, on en a. La France est sur les marchés internationaux, les entreprises françaises sur les marchés internationaux de tous les sujets dont nous débattons actuellement sont parmi les premières au monde. Donc, redonnons de la confiance, investissons dans les métiers du futur, regardons les filières économiques qui peuvent donner du travail. C'est ça les enjeux. Et je crois alors bien sûr, c'est une mutation, toujours difficile, mais il faut réimaginer à nouveau le futur, et le futur proche, pour pouvoir investir nos forces là où il y a de la créativité et là où il y a de l'emploi. Alors, si vous ne voulez pas évoquer les échéances électorales françaises, peut-être le ferez-vous sur les États-Unis. Une femme en situation de diriger les États-Unis, Hillary Clinton, vous suivez ça de près ? On suit ça forcément parce que ce sont des enjeux, une campagne quand même très originale. Et il se trouvait qu'effectivement Hillary Clinton faisait une réunion publique pendant les réunions de New York. Donc je suis allée voir. Et c'est vrai que c'est une candidate qui fera une excellente présidente des États-Unis d'Amérique. Maintenant, je ne sais pas quel sera le résultat, mais je souhaite de tout cœur d'être élue. Je crois que vous avez réagi à ce moment-là, lors de cette réunion, en tout cas à propos d'Hillary Clinton, en disant qu'elle vous inspirait, je crois. Je crois que c'est les termes du... On me demandait si elle m'inspirait. Je dis oui, c'est positif. C'est vous qui l'inspirez, non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, chaque époque est nouvelle, mais c'est vrai que... Oui, c'est une femme volontaire, efficace, compétente. Elle est dans une campagne difficile, hein. Sur la politique de l'environnement, par exemple, vous sentez que le camp démocrate est plus favorable ? Ah oui, oui. Là, il y a un vrai clivage. Il y a d'autres clivages quand même très forts avec ses adversaires républicains. Mais la question climatique, en effet, est un combat. Puisque vous voyez que le Congrès n'est pas majoritairement acquis à l'accord de Paris sur le climat. Donc, il va falloir que le président Obama, comme il l'a dit, passe outre. C'est-à-dire utilise son pouvoir réglementaire pour la ratification de l'accord sur le climat. Donc ça, c'est une vraie volonté politique, un vrai courage politique par rapport à un pays qui fait partie des pays les plus pollueurs de la planète.
Est-ce que vous pensez que justement les enjeux climatiques et plus largement les enjeux environnementaux auront une place dans la campagne politique française qui s'ouvre, comme ils l'ont dans la campagne américaine, avec la question des sables bitumineux, des gaz de schiste, pas mal de thématiques qui justement divisent les camps et les candidats? Je pense qu'il peut y avoir encore des sujets de discussion, mais que la France a fait un progrès considérable avec la loi de transition énergétique. Parce qu'il y a eu pas un consensus, parce que la droite n'a pas voté la loi, mais une partie de la droite s'est abstenue. Donc a réussi quand même à être convaincue dans le cadre du débat parlementaire. Je pense que la France s'est donné maintenant un modèle énergétique qui est maintenant inscrit dans la loi. Je vois que les territoires énergie positive sur lesquels j'ai lancé cet appel à projet de toutes étiquettes politiques, et je vois la créativité sur le territoire, quelles que soient les étiquettes politiques. Bien sûr, quand il y a des gens plus sensibilisés à l'environnement depuis plus longtemps, ça avance. Mais j'observe que les élus se saisissent à bras-le-corps de la question environnementale, alors qu'il y a encore quelques années, c'était quand même très marginalisé. Et aujourd'hui, chacun a compris. Les écologistes sont très critiques. Europe Écologie Les Verts reste extrêmement critique sur cette loi ou sur son application. J'ai pas bien vu les critiques parce qu'elles sont difficilement audibles, les critiques. Il y a des demandes, toujours sur le programme nucléaire, il y a quand même beaucoup de revendications qui, pour l'instant, des attentes qui ne sont pas auxquelles on attend des réponses. Oui, mais ma position, c'est pas forcément celle des écologistes. De même que ma position, c'est pas celle qui revendique le tout nucléaire. Non, elle est dans l'entre-deux, dans ce qui est raisonnable pour la France, dans ce qui est crédible, dans ce qui est utile et dans ce qui peut permettre la montée en puissance du renouvelable. Ceux qui me demandent de fermer les centrales nucléaires du jour au lendemain, toutes les centrales nucléaires du jour au lendemain pour des raisons idéologiques, je respecte cette idéologie. Je leur ai dit à l'Assemblée nationale, c'est votre idéologie, je le respecte. Et même qu'il y ait un peu d'exagération sur la question du nucléaire, c'est pas inutile, parce que ça permet aussi d'être obligé de répondre aux arguments qui sont avancés, en leur disant je ne peux pas vous donner satisfaction et fermer du jour au lendemain toutes les centrales nucléaires. C'est absurde, nous n'allons pas priver la France d'électricité du jour au lendemain. En revanche, lorsque les écologistes mettent le doigt sur un certain nombre de problèmes, comme la transparence, par exemple, de l'information autour des centrales, je partage cet avis-là. Et d'ailleurs, dans la loi, j'ai voté le renforcement du pouvoir des comités locaux d'information sur la question du nucléaire. J'ai renforcé le pouvoir de l'autorité de sûreté nucléaire parce qu'un certain nombre d'arguments qui étaient avancés m'ont convaincu et que de toute façon, je les partageais. Inversement, ceux qui me réclament le tout nucléaire et qui me disent qu'il ne faut rien bouger, il faut rester aux 75%, je leur dis non, ce n'est ni l'intérêt d'EDF, ni l'intérêt de la France de rester figé sur le tout nucléaire parce que nous allons nous affaiblir, nous allons perdre des marchés. Et il est évident que le marché, c'est un mixte entre la capacité de vendre du nucléaire à des pays qui veulent s'équiper en énergie nucléaire, parce que nous avons un savoir-faire. On a les moyens actuellement, par exemple, d'investir dans l'EPR en Grande-Bretagne. Il y a une décision qui est attendue. C'est un projet qui suscite beaucoup de critiques. Est-ce qu'on a les moyens, alors que EDF, justement, est aux prises avec un très fort endettement, d'investir dans... milliards d'euros, oui. Oui, donc la question est posée, elle a été examinée. Comme vous le savez, elle sera examinée au comité d'entreprise prochainement. Et ça, c'est bien, parce qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Et moi-même, en tant que ministre de l'Environnement, j'ai demandé des preuves supplémentaires selon lesquelles un investissement aussi lourd doit maîtriser les risques. Donc, qu'on ait une idée claire des risques qui sont pris et surtout qu'on ait une idée claire sur le fait de savoir si oui ou non des investissements aussi lourds vont freiner les investissements d'EDF dans le renouvelable. Ça, je ne veux pas que cet investissement dans le nucléaire se fasse éventuellement aux dépens de l'investissement soit dans l'efficacité énergétique, soit dans les énergies renouvelables. Et j'attends encore des preuves sur ce sujet. Puisque nous parlions à l'instant d'environnement et d'échéance électorale, est-ce que Nicolas Hulot, l'ex-envoyé spécial du président de la République pour la préservation de la planète, qui a été à ses côtés pendant plusieurs années, pourrait faire un bon candidat, et un candidat qui pourrait faire bouger les lignes et obliger les partis à se positionner sur ces questions environnementales? Moi, je ne vais pas me positionner, je vous l'ai dit, sur telle et telle candidature. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que Nicolas Hulot joue un rôle très important et très positif. Moi, j'ai vraiment pu apprécier son engagement
pour la COP 21. Et d'autre part, il a été même aussi très attentif, très vigilant. Il a fait des propositions sur le prix du carbone, par exemple. Et de ce point de vue, il a beaucoup apporté à la politique environnementale de la France. Ségolène Royal, merci d'être venue sur le plateau d'International. Nous vous réinviterons peut-être à la fin de l'année, puisque vous pourrez commenter, peut-être participer à cette campagne, donc, qui, dans un an, se traduira par cette élection présidentielle en France. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde, de RFI et bonne lecture du quotidien Le Monde, notre partenaire.